Bon, on va attaquer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Fanny Mathieu, je fais de la prévention du risque chimique au sein de PST38, qui est un service de prévention et de santé au travail inter-entreprise en Isère. Aujourd'hui, on va vous présenter la deuxième partie de la série de webinaires qui portait sur les équipements de protection individuelle, donc les EPI. La première partie, c'était mardi dernier, ça a été animé par Ophélie et Florence et ça portait sur la réglementation générale concernant les EPI et les protections cutanées, donc les gants et les vêtements de protection. Et aujourd'hui, avec Nicoletta, nous allons vous parler des protections respiratoires et des protections oculaires. Donc, je vais laisser se présenter mes collègues. Florence. Florence Ozen, donc je suis référent sur la prévention du risque chimique à PST38 sur les secteurs nord et centre. Nicoletta. Nicoletta Vladu, je suis ingénierie chimique à la GEMETRA, service de santé au travail de la zone Grand Lyon. Bonjour à tous, Ophélie Irma, préventeur risque chimique chez Presta 1 et Beaujolais, et moi j'opère sur le secteur du Beaujolais. Super, merci. Donc, au sommaire de ce webinaire aujourd'hui, pour introduire les protections respiratoires, nous allons faire le point sur la voie d'exposition des salariés par inhalation. Ensuite, on traitera les différents éléments, les différents critères de choix pour les appareils de protection respiratoire, donc les différentes familles, les différents types de filtres, les différentes pièces faciales, et enfin, comment utiliser et entretenir correctement les appareils respiratoires. Et enfin, on fera une partie un peu moins dense sur les protections oculaires, donc pareil, les critères de choix et leur entretien et utilisation correcte. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions tout au long de la présentation. Donc Ophélie et Florence vous répondront à l'écrit pendant le webinaire, et si nous n'avons pas la réponse, on pourra vous répondre un peu plus tard, donc dans la semaine ou la semaine prochaine. Et certaines questions seront proposées à l'oral à la fin pendant la session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous transmettre toutes vos questions. Et après le webinaire, dans tous les cas, on transmettra par mail à tous les participants le support de présentation, ainsi que plusieurs documents d'aide qui vous aideront dans votre démarche de mise en place des EPI. Et enfin, le lien pour revoir le webinaire en replay à votre rythme, ou alors pour le partager à des personnes qui seraient intéressées et qui n'ont pas pu s'inscrire aujourd'hui. Donc tout d'abord, point sur l'exposition par inhalation. Donc il faut savoir que l'exposition par inhalation, c'est la voie la plus importante en milieu professionnel. En effet, un travailleur peut inhaler 6 à 21 mètres cubes d'air durant un poste de travail, et cette quantité va dépendre finalement de l'activité physique au poste. En effet, donc plus on va avoir une activité qui est intense, plus on va avoir un débit respiratoire qui est important. On peut inhaler des polluants sous différentes formes, donc soit sous forme particulière, donc des particules solides et liquides qui vont se déposer plus ou moins profondément dans l'arbre respiratoire en fonction de leur diamètre, soit des polluants sous forme gaz-vapeur qui vont se diffuser dans tout l'arbre respiratoire, et donc ça va surtout dépendre de la volatilité, de la solubilité du produit. Quel que soit le type de polluant, donc on voit bien sur ce schéma de l'INRS les différentes zones qui peuvent être atteintes en fonction de la typologie du polluant. Et quel que soit le polluant, dans tous les cas, on peut avoir des effets soit qui sont locaux, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet au niveau de l'arbre respiratoire, comme par exemple une irritation des muqueuses, soit un effet systémique dans le cas où le polluant aurait passé la barrière alvéolaire et donc une distribution possible aux différents organes via la circulation sanguine. Donc, ces polluants peuvent pénétrer par inhalation dans l'organisme du salarié. Donc, on va chercher à éviter cette pénétration des polluants par inhalation. Encore une fois, on ne va pas refaire le point sur cette partie du webinaire, mais avant de penser aux appareils de protection respiratoire, il faudra évidemment penser aux autres moyens de prévention qui sont la suppression du risque, la substitution, moyens de protection collective et également les changements d'organisation. L'appareil de protection respiratoire reste un dernier recours, comme tous les EPI, sauf que si on en a besoin, il est important que celui-ci soit tout à fait adapté à la situation salariée. Donc, on va commencer d'abord par faire le point sur les différentes familles d'APR.
Donc, il existe deux grandes familles, les APR filtrants, c'est-à-dire qu'on va épurer l'air ambiant, on va épurer l'air, l'atmosphère finalement dans laquelle évolue le salarié, ou alors des APR isolants, donc on va avoir un apport d'air ou d'oxygène depuis une source qui n'est pas contaminée. On va privilégier ce type d'appareil respiratoire isolant lorsqu'on va avoir un contaminant qui n'est pas filtrable, lorsqu'on va avoir une concentration en polluants qui est trop importante pour recourir à un masque filtrant. En effet, un APR filtrant ne filtrera jamais 100% des polluants. Donc en fonction de la concentration, il va falloir tourner sur quelque chose qui est isolant. Enfin, quand on va être dans des situations où la concentration en oxygène peut être inférieure à 19%, et notamment dans les milieux confinés, il va falloir absolument avoir un apport d'oxygène depuis une autre source. Et lorsqu'on se trouve dans une situation où on a des polluants qui sont non identifiés, forcément, on sera incapable de déterminer quel filtre est adapté. Et donc, il va falloir se tourner vers un appareil respiratoire isolant. Il existe deux grands types d'appareils respiratoires isolants, les appareils non autonomes et les appareils autonomes. Donc, les appareils dits autonomes, le salarié va avoir finalement sa source d'oxygène qui est portée sur lui. Donc, il va pouvoir se déplacer assez facilement. Par contre, il va être limité par l'autonomie de la bouteille. Les APR non autonomes, il n'y aura pas de limitation en termes de durée. Par contre, le salarié peut être potentiellement gêné dans ses mouvements du fait de la conduite. On voulait faire un petit focus rapide sur les appareils respiratoires isolants non autonomes à adduction d'air comprimé pour vous rappeler trois points essentiels. Déjà, c'est que la qualité de l'air doit être conforme à la norme NFEN 120-21 pour s'assurer en fait qu'on a un air qui est non contaminé avec un débit suffisant qui arrive dans la protection respiratoire du salarié. Donc cela nécessite sur le réseau d'air comprimé un certain nombre d'équipements et notamment un équipement de filtration pour filtrer les contaminants éventuels. On voulait rappeler aussi que les ARI nécessitent une formation spécifique pour leur utilisation et une aptitude médicale délivrée par le médecin du travail. Donc voilà, mettre en place un ARI, c'est une démarche qui est assez conséquente. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet-là, on vous recommande la brochure de la CARSAT Aquitaine qui traite spécifiquement de ce type d'appareil et le document ED98 de l'INRS. On vous a mis les liens dans la diapositive. Pendant ce webinaire, on va plus se focaliser sur les APR filtrants. Donc, encore une fois, il existe deux grands types d'APR filtrants. Les APR à ventilation libre, c'est-à-dire que la circulation d'air va se faire par la respiration du salarié, et la ventilation assistée, où la circulation d'air va se faire par un ventilateur. Donc, on voit bien sur la photo de droite le bloc ventilateur raccordé avec les deux filtrations et le tuyau respiratoire qui permet d'amener l'air filtré au niveau de la pièce faciale. Donc, la présence de ce ventilateur, ça va entraîner une surpression à l'intérieur du masque et cette surpression va permettre d'augmenter le confort de l'opérateur et de chasser les polluants qui tentent de pénétrer par joint facial. Donc, on va avoir une meilleure protection avec ce type d'appareil respiratoire. Un inconvénient de la ventilation assistée, c'est qu'on va être limité par l'autonomie de la batterie. Donc, dans quel cas allons-nous préférer une ventilation assistée à une ventilation libre? Eh bien, en fonction de l'activité, si on a des contraintes thermiques ou des contraintes physiques, ce sont des contraintes qui vont pouvoir imposer un débit respiratoire plus important et donc on a beaucoup plus de confort avec une ventilation assistée. Également, lorsqu'on a une durée de port de l'APR supérieure à 1 heure, alors je ne sais pas si vous avez déjà porté par exemple un demi-masque pendant plus d'1 heure, mais c'est quand même très agréable, très contraignant. Et donc, la ventilation assistée va permettre un meilleur confort et donc de supporter mieux cette protection respiratoire. Et enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, la surpression va de fait augmenter le facteur de protection de la pièce faciale. Et donc, quand on est dans des situations avec des concentrations en polluants qui sont importantes, la ventilation assistée sera préférable à une ventilation libre. Vous trouverez d'autres critères de choix dans la brochure ED6106 de l'INRS qui est donc dédiée
à ces appareils de protection respiratoire. Donc, on va commencer par un premier sondage. Je vous pose le contexte. Un salarié travaille dans un atelier en tôle en mois de juillet. Il doit nettoyer une cuve qui a contenu un solvant inconnu. Ce travail est assez sollicitant. Le salarié doit être dans des postures contraignantes pour racler, gratter, nettoyer au chiffon la cuve. Et la durée estimée de cette opération est de 2 heures. Donc, quand on parle de solvant, c'est un peu un abus de langage, mais en gros, voilà, c'était pour vous rappeler que les solvants organiques sont très souvent dangereux par inhalation et volatiles même à température ambiante. Donc, à votre avis, quel est le type d'appareil respiratoire qui va être le plus adapté pour cette situation? Est-ce que ça va être un appareil respiratoire isolant ou un appareil respiratoire filtrant? Je vais lancer le sondage. Donc, je vais vous partager les résultats. Donc, 74% des participants ont voté pour un appareil respiratoire isolant et 26% pour un appareil respiratoire filtrant. Donc, en effet, la bonne réponse était un appareil respiratoire isolant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a vu qu'on était dans le cadre d'un solvant inconnu. Donc, ça va être très difficile de déterminer le filtre qui va être adéquat pour épurer ce solvant. Donc déjà, c'est un premier indice. Et enfin, comme on voit sur la photo de droite, on voit que c'est un milieu qu'on peut considérer comme confiné. Donc le salarié risque de consommer finalement assez rapidement le dioxygène qui est présent dans l'atmosphère. Et donc, il va falloir apporter une source d'oxygène de l'extérieur. Donc, la bonne réponse était un appareil respiratoire isolant. On va poursuivre avec un deuxième sondage. Donc, on est dans un atelier. Un salarié effectue du soudage procédé MAG, Metal Active Gas, qui est un procédé de soudage semi-automatique qui émet pas mal de fumée. Il soude des petites pièces en inox et une grande partie de son poste, c'est justement d'aller chercher ces pièces pour les amener à son poste pour pouvoir effectuer le soudage. La durée de l'opération est d'environ 3 heures. Il est situé dans un atelier qui n'est pas climatisé avec donc une forte contrainte thermique, mais qui est muni d'une ventilation mécanique générale. Il n'y a pas d'aspiration à la source par contre au niveau du poste. Donc à votre avis, quel va être le type d'appareil respiratoire le plus adapté pour cette activité de soudage? Soit un appareil respiratoire isolant, branché à un circuit d'air comprimé, soit un appareil respiratoire filtrant avec ventilation assistée, ou alors un appareil respiratoire filtrant de type FFP à ventilation libre, avec en plus évidemment la visière de protection pour se protéger des rayonnements. Donc pareil, je vais lancer le sondage. Et donc la majorité d'entre vous ont répondu un appareil respiratoire filtrant avec ventilation assistée. Et c'est la bonne réponse. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pourquoi pas un appareil respiratoire isolant? En effet, en termes de protection, de facteurs de protection, finalement, le salarié serait mieux protégé même qu'avec un appareil respiratoire filtrant. Mais il n'y a pas besoin finalement d'autant de protection. Et en plus de ça, ça peut être contraignant d'avoir d'être lié à ce circuit d'air comprimé, sachant qu'on a vu dans l'exemple que le salarié avait besoin de beaucoup se déplacer dans l'atelier. Ensuite, pourquoi pas un appareil respiratoire filtrant à ventilation libre? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, les contraintes thermiques et physiques, mais aussi tout ce qui va être lié à la dangerosité, la concentration en polluants. On a vu que le soudage MAG, c'était un procédé qui entraînait une grosse quantité de fumée. Il n'y a pas de captage à la source. Et en plus de ça, quand on soude de l'inox, il y a des polluants très dangereux qui sont émis, notamment des oxydes de chrome 6 et des oxydes de nickel, dont la valeur limite d'exposition professionnelle est très très basse. Et donc, l'appareil respiratoire avec ventilation assistée va permettre une meilleure protection qu'un appareil à ventilation libre. Et évidemment, pensez que cet appareil doit être muni d'une visière pour protéger aussi le salarié des rayonnements. Pour information, donc l'année dernière, la CARSAT a proposé une subvention pour des appareils de protection respiratoire de soudage en complément de la mise en place d'un dispositif de ventilation. Donc on vous recommande de vérifier en janvier, quand vont apparaître les nouveaux programmes d'aide financière de la CARSAT,
si vous êtes concerné et intéressé, de vous renseigner à ce sujet-là. Et je vais laisser la main à Nicoletta. Merci. Donc, on va voir ensemble maintenant une autre étape clé dans la démarche de choix des appareils de protection respiratoire et plus précisément la partie choix du filtre. Et donc, on va commencer par voir ensemble quelles sont les différentes typologies des filtres qu'on peut rencontrer. Mais avant cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, le choix de filtre va dépendre du type de polluant qui va se retrouver au poste de travail du salarié. Et on a deux grandes familles de polluants. Donc, il y a tout d'abord tout ce qui est polluant de type gaz-vapeur. Ça peut être par exemple des solvants qui se dégagent lors des opérations de nettoyage avec des solvants, ou ça peut être par exemple des vapeurs de chloramine qui peuvent se dégager des piscines municipales, par exemple, s'il y a un traitement chloré. La deuxième catégorie des polluants qu'on peut rencontrer, ce sont les polluants de type aérosol. En fait, les aérosols sont rien d'autre que des particules qui se trouvent en suspension dans un gaz. Le plus courant, le gaz, c'est de l'air. Donc, on aura une dispersion des particules solides dans l'air, mais il y a aussi des situations où en plus de l'air, dans ce mélange se retrouvent aussi d'autres gaz et des vapeurs qui peuvent être même dangereux pour la santé. En ce qui concerne la typologie des particules, on peut rencontrer soit des particules solides en suspension, donc comme des poussières de bois quand on découpe du bois par exemple, ou des particules liquides en suspension dans l'air ou dans de l'air mélangé avec d'autres gaz quand on fait par exemple, un exemple classique qu'on peut vous donner, c'est quand on fait de l'usinage et qu'au poste on a un brouillard d'huile. Le brouillard d'huile, c'est rien d'autre que des particules liquides en suspension. Donc, bien évidemment, le polluant va être choisi, le filtre va être choisi en fonction du type de polluant. Et pour voir ensemble concrètement comment on fait dans la vie réelle, on voulait vous présenter un troisième sondage. On peut s'imaginer qu'on est dans une situation de travail d'un peintre qui opère dans une entreprise qui fabrique des piscines, et une de ses tâches de travail, c'est d'appliquer de la peinture à l'aide d'un pistolet. Il s'agit d'une peinture qui est un mélange en fait de solvants organiques très volatiles et des pigments liquides. Donc, on peut se questionner, compte tenu de son activité, quel est le type de polluant qui se trouve à son poste. Est-ce qu'il s'agit d'un polluant de type gaz ou est-ce qu'il s'agit d'un polluant de type aérosol, et plus précisément, quel type d'aérosol? Est-ce que c'est particules liquides en suspension dans l'air? Est-ce que ce sont des particules liquides en suspension dans l'air, mais avec aussi une présence des vapeurs? Ou s'agit-il plutôt d'un aérosol, mais de type particules solides en suspension dans l'air et en présence des gaz et des vapeurs? Je vais lancer le sondage. Donc, c'est le troisième sondage. Je vais le lancer. Donc, la majorité d'entre vous, ils ont effectivement précisé qu'il s'agit d'un polluant de type aérosol et qu'on est plutôt en présence d'un mélange des particules liquides en suspension dans l'air et présence des vapeurs. Et effectivement, vous avez raison. Dans l'air ambiant, on aura bien évidemment les gouttelettes très fines de peinture qui vont se retrouver en suspension dans l'air, mais en plus de cela, il y aura aussi les vapeurs du solvant, parce qu'on avait dit tout à l'heure qu'il s'agit d'un solvant organique qui est très volatile, même à température ambiante. Donc, je pense qu'avec ça, vous avez compris le concept. Et finalement, la première étape pour choisir le type de filtre, c'est d'identifier le type de polluant. Donc, si vous avez un polluant de type gaz, vapeur, vous aurez besoin bien évidemment d'un filtre anti-gaz, anti-vapeur. Après, si vous êtes en présence d'un polluant de type aérosol, donc des particules en suspension juste dans l'air, dans ce cas-là, vous aurez besoin
uniquement d'un filtre antiparticules. Par contre, si votre aérosol représente des particules en suspension dans l'air, mais aussi en présence d'un autre polluant gazeux, dans ce cas-là, vous aurez besoin des deux filtres combinés, donc filtre antiparticules et filtre antigaz et antivapeur. On va parler d'abord des filtres antiparticules et on va commencer juste à comprendre comment ça fonctionne. Donc, les filtres à particules, appelés couramment les filtres P, sont des filtres qui fonctionnent sur le principe effet barrière. Donc, l'air pollué en particules on arrive donc en contact avec le filtre et le filtre fait un effet barrière, on retient toutes les particules en surface du filtre. Ce qui fait que à fur et à mesure qu'on utilise le filtre à particules, celui-ci va se surcharger, donc va se colmater en polluant et on aura l'air en fait aura du mal à passer. L'air qui va passer va être propre, mais on aura une faible quantité d'air et c'est pour cela que le salarié, quand le filtre va être colmaté, il aura une sensation d'étouffement, de difficulté à respirer et c'est justement cette alerte qui va l'orienter aussi, qui va le guider pour qu'il se dise je dois changer le filtre parce que je ressens un effort à la respiration, donc sans doute mon filtre il est colmaté. Donc c'est le signal pour changer le filtre à particules. Il faut savoir qu'il y a plusieurs classes de filtres à particules, donc filtre P1, P2 et P3, et les chiffres 1, 2, 3 correspondent finalement à l'efficacité de la filtration, ou le rendement de filtration. Plus la classe est élevée, plus le rendement de filtration est important. Le marquage des filtres à particules, donc on a la lettre P, P comme particule. S'il s'agit des filtres à particules sous forme de cartouche, on aura sur la cartouche le bandeau blanc. Parfois sur les cartouches ou même sur les masques, les demi-masques filtrantes de type FFP, donc FFP1, FFP2 et FFP3, on peut retrouver le marquage R, donc qui signifie que le filtre il est réutilisable, donc on peut l'utiliser sur plusieurs postes à condition bien évidemment qu'il ne soit pas colmaté. Par contre, si le filtre a le marquage NR, ça veut dire qu'il ne peut pas être réutilisé et qu'il faut le jeter en fin de poste, en fin de journée. Sur les filtres à particules, on peut retrouver aussi le marquage D qui signifie résistant au colmatage et la lettre D vient du mot dolomite qui est une poudre très très fine qui est justement utilisée pour tester que le filtre a une très très bonne résistance au colmatage. Donc, on vous conseille, si vous êtes face à un polluant qui a une fraction alvéolaire très importante, donc des particules très fines, d'opter plutôt des filtres qui ont le marquage D. Il y a aussi un marquage spécifique pour la ventilation assistée dont Fanny nous a parlé tout à l'heure. Donc, pour les filtres qui sont dédiés à des APR à ventilation assistée, ces filtres à particules doivent avoir le marquage PS ou PSL. Donc, PS signifie que le filtre à particules protège uniquement contre les particules solides. Par contre, si vous avez le marquage PSL, ça veut dire que le filtre à particules protège contre les particules solides, mais aussi liquides. Donc, c'est très important de faire attention à ce type de marquage si vous utilisez de la ventilation assistée. On va suivre un peu la même logique pour les filtres anti-gaz, anti-vapeur. Donc, on va voir comment ils y fonctionnent, quelles sont les différentes typologies des filtres anti-gaz, anti-vapeur. Et après, la partie qui, je pense, ça intéresse beaucoup d'entre vous, c'est quand est-ce qu'on doit changer un filtre anti-gaz, anti-vapeur. Donc, sur le comment ça marche, le principe, il est différent de celui pour les filtres à particules. Donc, les filtres anti-gaz, anti-vapeur sont des filtres en charbon actif. Donc, on a beaucoup des particules de charbon qui a subi des traitements un peu particuliers. Et justement,
l'objectif, c'est de traiter le charbon actif de manière à ce qu'en surface de chaque particule de charbon actif, qu'on puisse venir piéger par des liaisons chimiques ou liaisons Van der Waals, les molécules des polluants. Donc, ce qui va se passer, c'est l'air contaminé va traverser finalement, c'est une couche de charbon actif. Les polluants, les substances polluantes vont se fixer en surface du charbon actif et l'air propre va passer de l'autre côté pour être inhalé par le salarié. Ce qui est intéressant, c'est que plus vous allez utiliser votre filtre à charbon actif, plus il va se charger en polluant et à un moment donné, il n'y aura plus de la place pour les molécules des polluants pour se fixer sur le charbon actif. Et donc, ce qui va se passer, l'air pollué va traverser votre couche de charbon actif. Rien ou presque rien ne sera retenu sur le charbon actif. Et l'air pollué va arriver au niveau des voies respiratoires des salariés. Donc, alerte en ce qui concerne les filtres à charbon actif. S'ils sont saturés, le salarié est exposé et il ne pourra même pas se rendre compte parce que parfois les polluants n'ont pas d'odeur ou ils ont un seuil olfactif très important. Donc, c'est assez dangereux si on ne met pas en place un suivi adapté des filtres à charbon actif. Toujours en ce qui concerne l'utilisation des filtres à charbon actif, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un filtre anti-gaz anti-vapeur, normalement, il doit être utilisé une seule fois. Néanmoins, si la capacité du filtre est suffisante, il peut être réutilisé, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut être réutilisé vis-à-vis du même gaz. En fait, si vous exposez votre filtre à charbon actif à des gaz différents, vous pouvez avoir des phénomènes dits de désorption et donc un relargage des polluants. Donc, on peut s'imaginer, par exemple, voilà, on a notre charbon actif qu'on a utilisé vis-à-vis d'un premier polluant. Il y a eu déjà des molécules qui se sont fixées en surface du charbon actif. Et le jour d'après, on souhaite réutiliser le même filtre, mais pour une autre opération vis-à-vis d'un autre polluant. Qui lui, ce polluant, il va être moins volatile. En fait, ce qui va se passer, c'est que les molécules de ce deuxième polluant, moins volatiles, ils vont venir au niveau du charbon actif, vont réaliser des fixations, des liaisons chimiques beaucoup plus puissantes avec le support que le premier polluant. Et donc, les nouvelles molécules des polluants vont éjecter, donc ils vont relarguer le polluant qui était déjà fixé. Donc, ça veut dire que tout ce qui est relargué par le filtre passe dans les voies respiratoires du salarié. Donc, le salarié va être exposé. C'est pour ça qu'on déconseille de réutiliser les filtres à charbon actif par rapport à des polluants différents. Ce phénomène de désorption et de relargage, on peut l'avoir aussi dans des situations où la température au poste augmente de manière significative ou si il y a une forte humidité. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec la montée en température, les molécules qui sont fixées sur le charbon actif peuvent se détacher et du coup, on aura cet effet de relargage. Et donc, on aura une exposition du salarié. Il y a des situations en fonction du type de charbon actif utilisé et en fonction du type du polluant qui est déjà fixé sur le charbon actif. Si tout d'un coup, vous travaillez avec ce filtre dans une ambiance qui est très humide, les molécules d'eau vont venir se fixer sur le charbon actif et ainsi déloger le polluant qui est déjà fixé. Et donc, vous allez avoir ces phénomènes de relargage, même avec l'humidité. Par rapport à l'humidité, il y a une autre problématique, c'est si vous, disons, vous commencez à utiliser votre charbon actif, donc il est tout neuf, votre filtre, vous commencez à l'utiliser. Par contre, vous travaillez dans un milieu qui est très humide.
Une partie de votre charbon actif peut être aussi consommée de manière inutile, donc c'est-à-dire il y aura des molécules d'eau qui vont se fixer en surface du charbon actif et donc vont rendre indisponible le charbon actif à la fixation du polluant. Et donc, ce qui va faire que votre charbon actif va être beaucoup plus vite saturé. Donc, grande vigilance, si vous utilisez un filtre en milieu très humide, à garder en tête la problématique du relargage et peut-être le besoin de changer encore plus fréquemment le filtre parce qu'il risque d'être consommé par les vapeurs d'eau qui se trouvent dans votre milieu. En ce qui concerne les types de filtres anti-gaz, anti-vapeur, donc il y a plusieurs types qui sont identifiés par des bandeaux, des couleurs différentes et par des petites lettres A, B, E, K. Et le type de filtre doit être choisi en fonction de la nature chimique du gaz ou du vapeur, de la vapeur polluante. Donc, on a par exemple les filtres à charbon actif de type A, donc identifiés par le bandeau marron, qui doivent être utilisés pour les polluants de type gaz et vapeur organique, des substances justement qui ont des points d'ébullition supérieurs à 65 degrés. Et l'exemple classique qu'on peut vous donner, c'est le cas de l'éthanol. Donc l'éthanol, c'est une substance de ce type. Après, vous avez les filtres de type B, donc le bandeau gris, qui sont des filtres adaptés pour les gaz et les vapeurs inorganiques, donc sauf le monoxyde de carbone. Et un exemple, c'est voilà, si vous avez un poste, un salarié qui est exposé au dioxyde de chlore. Vous avez après les filtres de type E, le bandeau jaune, qui sont des filtres pour tout ce qui est gaz, vapeur acide ou pour le dioxyde de soufre. Donc, c'est par exemple un type de filtre qui doit être utilisé si on manipule de l'acide chlorhydrique très concentré, donc très volatile. On a après les filtres de type K, donc le bandeau vert, donc il est pour toutes les substances de type dérivés organiques aminés et pour l'ammoniac, sont des polluants qu'on retrouve assez souvent dans le milieu des coiffeurs, donc notamment les colorations capillaires. Après, vous avez les filtres pour le mercure, qui sont filtres identifiés par le bandeau rouge. Et vu que très souvent on l'utilise combiné avec un filtre P, donc il y aura aussi le bandeau blanc. Ce type de filtre doit être utilisé par exemple si vos salariés interviennent sur des sites pollués au mercure pour faire la dépollution des sols. On a après les filtres NO-P3, donc là c'est encore une fois un filtre combiné, donc NO pour tout ce qui est oxyde d'azote, donc le bandeau bleu, et très souvent ce type de filtre, systématiquement on le trouve combiné avec le filtre P3, d'où le bandeau blanc. Et ce type de polluant peut être rencontré, par exemple, si vos salariés font des opérations de passivation des métaux en appliquant des mélanges d'acide nitrique et avec acide phosphorique. Donc, c'est la réaction entre l'acide nitrique et la surface du métal qui va générer les oxydes d'azote. Après, on a toujours avec un bandeau marron les filtres à charbon actif de type AX qui sont spécifiques en fait pour les produits organiques mais avec un point d'ébullition inférieur à 65 degrés. L'exemple classique qu'on peut vous donner, c'est le cas de l'acétone qui a un point d'ébullition de 56 degrés Celsius. Ce qu'il faut savoir, c'est que les filtres AX couvrent aussi le spectre, donc protègent aussi contre les produits qui normalement nécessiteraient un filtre A, mais l'inverse n'est pas valable. Par contre, le bémol pour le filtre AX, c'est que on peut avoir des phénomènes non négligeables de relargage si on utilise pour une durée longue ce type de filtre. Et donc, c'est pour cela que l'INRS recommande d'utiliser les filtres AX, en fait, d'avoir un usage unique pour les filtres AX, donc c'est-à-dire à la fin du poste, il faut jeter le filtre et le jour suivant, entamer un nouveau filtre. Après, on a les filtres avec bandeau violet, donc les filtres SX qui sont des filtres
spécifiques, en fait, pour des composés organiques spécifiques. Et par rapport à ça, on voulait attirer votre attention. Il faut savoir que pour certaines substances, le filtre d'un fournisseur à l'autre ne sera pas du même type. L'exemple classique que nous on a rencontré dans notre activité, c'est par exemple pour la formaldéhyde ou pour les isocyanates. Il y a certains fournisseurs qui peuvent vous proposer par exemple un filtre A, alors que auprès d'autres fournisseurs, vous allez avoir plutôt, ils vont vous recommander plutôt un filtre AB par exemple. Tout est lié au procédé qu'ils utilisent pour faire le traitement de leur charbon actif. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des fabricants et pour demander ces types de renseignements. Les filtres anti-gaz, anti-vapeur, comme les filtres particules, donc, sont rangés dans 3 classes. Mais ce n'est pas des classes des rendements de filtration. Cette fois-ci, c'est des classes de capacité de filtration. Donc, une classe 3, par exemple, correspond à une couche de charbon plus importante. Donc, dire que vous aurez un temps d'utilisation plus long pour ce type de cartouche comparé à une cartouche de classe A. Voilà, si vous comparez à une exposition à la même concentration de polluants. Donc, ça va jouer vraiment uniquement sur le temps de saturation du filtre et non pas sur l'efficacité du charbon actif à piéger les polluants. En termes de marquage, bon, j'ai déjà donné des informations. On a les petites lettres suivies par les classes et on aura systématiquement les bandeaux qui correspondent à chaque type de filtre. Maintenant, sur comment trouver les informations sur quel type de filtre utiliser, parce que on n'est pas tous forcément en capacité d'identifier en lisant la fiche de données de sécurité, d'identifier dans la composition, dans la rubrique 3, les familles des produits chimiques. Donc, on peut toujours s'appuyer sur la rubrique 8 de la fiche de données de sécurité qui peut vous donner le type de filtre à utiliser. On attire votre attention sur le fait qu'il faut quand même rester vigilant parce que parfois les informations ne sont pas fiables ou pas en totalité. Donc, c'est pour cela que nous, ce qu'on vous conseille, c'est faire aussi un double check, un double contrôle et essayer de confirmer les informations de la fiche de données de sécurité avec d'autres sources. Et ces autres sources peuvent être tout d'abord les fiches toxicologiques, les fiches toxico de l'INRS, donc dans lesquelles très souvent pour les substances concernées, ils vous donnent le type de filtre. Si il n'y a pas des fiches toxicologiques pour les produits qui vous concernent, vous pouvez toujours faire appel aux fabricants. Il y a beaucoup de fabricants qui ont des bases de données dans lesquelles on va noter en fait les numéros CAS des substances qui se trouvent dans votre produit et la base de données va vous indiquer quel est le type de filtre préconisé par ce fabricant. Et de cette manière, vous pouvez du coup trouver le filtre qui est le plus adapté pour votre produit. Parfait. Maintenant, sur la question qui brûle, c'est quand est-ce qu'on charge les filtres à charbon actif? Et là, on va faire un peu simpliste, on va dire avant la saturation du filtre. Donc, c'est facile à dire, après un peu plus difficile à faire. Quelques astuces, en fait, pour vous guider dans cette démarche. Première solution possible, c'est la prédiction du temps d'utilisation par calcul. Vous avez plusieurs sites internet qui proposent des outils de prédiction. Il y a tout d'abord celui de l'INRS, le logiciel Premedia, mais sachez qu'il y a aussi des fournisseurs comme 3M ou MSA Safety, des fabricants, pardon, qui proposent des bases de données, des logiciels où en notant, si vous notez le numéro CAS, donc les substances auxquelles sont exposés vos salariés, les limites d'exposition caractéristiques pour ces substances et, le plus important, la concentration des polluants dans l'air, les logiciels vont vous permettre de calculer
un temps d'utilisation du filtre à charbon actif en heures. Et du coup, de cette manière, vous pouvez assurer un suivi d'utilisation du filtre et de le changer avant de dépasser la durée indiquée par le logiciel. Donc ça, c'est la solution idéale, mais on se rend compte que ça peut être assez contraignant parce qu'il faut noter aussi l'humidité relative de l'air, parce qu'on avait vu que ça impacte le fonctionnement du charbon actif. Il faut préciser aussi si le travail fait par le salarié, c'est plutôt un travail intense. Il vous faut la concentration du polluant dans l'air. Donc, on est bien conscient que c'est pas toujours possible d'utiliser les logiciels de prédiction. Et dans ce cas-là, sachez que vous avez une autre option et ça peut être la détection, donc de changer le filtre à charbon actif quand le salarié détecte une odeur ou un goût à l'intérieur de la pièce faciale. Mais attention, cette méthode, elle n'est pas fiable si le seuil. En fait, cette méthode, elle est fiable uniquement si le seuil de détection olfactive de votre polluant, il est beaucoup plus bas que le seuil de sécurité pour le même polluant. Donc, il faut que le seuil de sécurité chronique et le seuil de sécurité aigu pour votre produit, ils doivent être beaucoup plus élevés. Comme ça, on sait que si on détecte la substance à l'odeur, on n'a pas encore dépassé ce seuil de sécurité. Et pour vous aider dans cette démarche justement d'utilisation de l'alerte goût ou odeur, on vous conseille vivement de consulter la brochure de l'INRS ND 2221 qui vous explique justement, déjà, il vous donne la liste des substances qui ont un seuil olfactif. Et le plus utile pour vous, c'est que vous avez des tableaux de comparaison. Et donc, ils peuvent vous indiquer si, compte tenu du seuil de sécurité de la substance, si le fait d'utiliser l'odeur ou le goût comme à l'alerte, c'est pertinent. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'INRS a calculé ce qu'on appelle des rapports de sécurité. Donc, c'est le rapport entre le seuil de sécurité de votre substance et le seuil de détection olfactif. Et si ce rapport, il est très élevé, ça veut dire que vous pouvez utiliser en toute confiance l'alerte par le goût et par l'odorat comme alerte de quand est-ce qu'il faut changer le filtre de votre cartouche. Par contre, si le rapport de sécurité il est très faible, l'INRS vous déconseille de l'utiliser dans votre démarche. Et pour mieux comprendre les choses, on voulait vous donner deux exemples. Donc, on a par exemple la situation où votre salarié manipule et est exposé à du toluène. Donc, le document de l'INRS, il va vous donner les deux seuils de sécurité qu'on va utiliser dans nos calculs. Et en même temps, il va vous calculer aussi le rapport de sécurité. Donc, voilà, plutôt le rapport. En fonction du rapport de sécurité, on vous donne une classe par rapport au risque aigu, donc C, et une classe par rapport au risque chronique. Et donc là, par exemple, dans le cas du toluène, on a une classe C4 pour le risque aigu et une classe B4 pour le risque chronique. Et donc, si on regarde bien la classe 4, sécurité sûrement insuffisante sur le plan individuel, donc pour les effets aigus, ou sécurité non fiable sur le plan individuel, pareil pour les effets chroniques. Donc, il est déconseillé dans le cas du toluène de se fier uniquement sur l'odeur. Par contre, un même exemple dans le cas de la méthylamine, donc là, on voit très bien qu'on a une classe C1 pour le risque aigu, donc très bonne sécurité assurée par l'odorat, et une classe D2 pour le risque chronique. Donc D2, c'est bonne sécurité pour plus de 50% des individus. Donc on est bien, mais c'est pas l'idéal, mais c'est pas mal. Donc vous pouvez l'utiliser.
Donc, n'hésitez pas à consulter le tableau, il peut vous être très utile dans vos démarches. Et maintenant, on va voir rapidement ensemble les filtres combinés. Et finalement, c'est très simple parce que c'est une superposition de tout ce qu'on a appris sur les filtres antiparticules plus tout ce qu'on a appris sur les filtres anti-gaz, anti-vapeur. Parce qu'un filtre combiné, ce n'est rien d'autre qu'une superposition de ces filtres. Donc, il y aura bien évidemment le double marquage. Et sur la partie, voilà, quand remplacer mon filtre, il faut respecter les règles qu'on a vues pour les filtres particules et pour les filtres anti-gaz, anti-vapeur. Et vous allez avoir des cas en fonction de votre activité au poste, où c'est le filtre à particules qui va se consommer en premier. Donc là, vous changez tout le filtre combiné. Ou au contraire, ça va être plutôt le filtre à charbon actif qui va être saturé en premier. Et ben, dans ce cas-là, pareil, vous changez l'ensemble du système de filtration. Et je laisse la parole à Fanny. Merci Nicoletta. Maintenant qu'on a déterminé la famille d'appareils de protection respiratoire et le type de filtre nécessaire pour notre activité, il reste un élément à choisir, c'est le type de pièce faciale. Pourquoi c'est important de choisir la bonne pièce faciale? Parce que c'est ce qui va faire l'étanchéité. Et la bonne protection respiratoire va être conditionnée par l'obtention du joint efficace entre le masque et le visage de l'utilisateur. Si on n'a pas la pièce faciale adaptée, on n'aura pas cette étanchéité et donc l'air contaminé va pouvoir s'infiltrer par les espaces qui sont présents au niveau du joint facial. Donc pour tout ce qui est appareil respiratoire ventilation libre, donc que ce soit les demi-masques ou les masques complets, la fuite totale vers l'intérieur, c'est-à-dire le pourcentage d'air contaminé qui peut s'infiltrer dans la protection respiratoire, elle est calculée en prenant en compte à la fois l'efficacité du filtre et l'étanchéité de la pièce faciale. Pour les APR à ventilation assistée, l'étanchéité va être classée et calculée en fonction de l'appareil complet, c'est-à-dire à la fois la pièce faciale, mais aussi le bloc moteur-ventilateur et les filtres. Et on va avoir 3 classes d'étanchéité, donc étanchéité de classe 1, classe 2 ou classe 3. Sur les différents types de pièces faciales, donc pour les APR à ventilation libre, on va avoir des demi-masques, donc soit réutilisables, c'est-à-dire comme la première image de gauche, où on va uniquement changer les filtres, donc les cartouches, soit des demi-masques jetables, c'est-à-dire qu'on va jeter à la fois les filtres et en fait la pièce faciale totalement. Ou alors on peut avoir des masques complets à vision panoramique ou non. Pour les appareils respiratoires à ventilation assistée, on peut avoir également des pièces faciales de type demi-masque et masque complet, qu'on va appeler turbomasque. Donc en termes de marquage, on aura un marquage TM. Mais on peut également avoir des appareils de type cagoule ou casque à ventilation assistée, qui seront marqués TH pour Turbo Hood. Et donc, si on se rappelle des informations que Nicoletta nous a transmises sur les marquages pour les filtres, on peut déchiffrer finalement les 2 exemples de marquage qu'on a indiqués dans la diapositive. Donc, pour un masque TM3PSL, on va donc avoir affaire à un turbomasque, donc soit demi-masque, soit masque complet, d'une classe d'étanchéité 3 et qui permet la filtration de particules à la fois solides et liquides. Dans le deuxième exemple, on va avoir un marquage TH2 avec un P. Donc, on aura affaire soit à une cagoule, soit à un casque parce qu'on a le marquage Turbo Hood, d'une classe d'étanchéité 2 avec une filtration des gaz vapeur à bec et des particules. Donc, les niveaux de protection, finalement, cette classe d'étanchéité, ces niveaux de protection qui vont être apportés par les appareils de protection respiratoire vont se traduire par des coefficients qu'on appelle les facteurs de protection et donc qui correspondent voilà, au niveau d'étanchéité de la pièce faciale. Il faut qu'après application de ce facteur de protection, la concentration en polluants soit inférieure aux valeurs limites d'exposition. C'est-à-dire que plus la concentration en polluants va être élevée, plus il va falloir une pièce faciale qui nous apporte un facteur de protection qui est important. Pour exemple, les demi-masques filtrants, on va avoir un facteur de protection égal à 10. Pour les masques complets filtrants, un facteur de protection égal à 30. Pour les cagoules ou les casques à ventilation assistée, on va passer un facteur de protection égal à 40.
Pour tout ce qui est masque complet à ventilation assistée, on peut avoir un facteur de protection de 60 à 100 en fonction du débit d'air qui est apporté par le ventilateur. Et enfin, pour les appareils respiratoires isolants à induction d'air comprimé, on va avoir un facteur de protection qui est égal à 250. Ainsi, la concentration en polluants dans l'atmosphère de travail, ça va être un des critères de choix à prendre en compte pour faire le choix justement de la pièce faciale la plus adéquate. Mais ce n'est pas le seul. Comme la pièce faciale, c'est vraiment ce qui va être en contact avec le visage du salarié, il faut qu'elle soit adaptée à la personne qui va le porter. Donc, il faut savoir qu'il y a différentes tailles et formes de pièces faciales qui existent sur le marché, et donc il va falloir trouver le modèle qui convient le mieux à la morphologie du salarié. Également, il faut prendre en compte la présence de cicatrices, de barbes au niveau du salarié, parce que dans ce cas-là, l'étanchéité avec le joint facial va être rompue, et donc il va falloir privilégier plutôt des cagoules ou des casques. Il faut prendre en compte également les contraintes au poste, notamment la visibilité. Est-ce qu'on va avoir besoin d'un masque avec vision panoramique ou non? La température. En effet, certains plastiques de protection respiratoire peuvent ramollir ou craquer si on travaille dans des environnements avec des températures assez extrêmes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vérifier également. La mobilité. Si le salarié a besoin de beaucoup se déplacer, il va falloir trouver, comme le sondage tout à l'heure sur le salarié qui effectuait du soudage et qui devait se déplacer dans l'atelier, il faut avoir un appareil qui lui permette de se déplacer assez librement. Les autres risques post, encore une fois avec l'exemple du soudage, il faut prendre en compte notamment les rayonnements pour pouvoir avoir une protection également du visage et une protection oculaire. Si on est en présence d'un risque de chute d'objet, partir sur un casque plutôt qu'une cagoule. S'il y a un risque de projection de liquide, s'assurer auprès du fournisseur de la compatibilité du plastique avec les liquides qui peuvent potentiellement être projetés. Et enfin, d'autres EPI peuvent être nécessaires et il faut que l'ensemble de ces EPI en fait, soient compatibles entre eux. Et notamment, les autres EPI qui peuvent être contraignants, c'est les protections oculaires et les protections auditives qui peuvent empêcher finalement la bonne mise en place de l'appareil de protection respiratoire. Vous trouverez plus de critères de choix, encore une fois, dans la brochure ED 6106 de l'INRS, qu'on vous encourage à aller regarder. Donc, une fois qu'on a choisi un modèle, ce n'est pas encore tout à fait fini, il faut valider que ce modèle est bien adéquat. Et donc, pour ça, on va réaliser un essai d'ajustement qu'on appelle couramment un fit test. Cet essai d'ajustement peut être qualitatif. Donc, il y a un kit qui existe où en fait, on va mettre une enceinte autour de la tête du salarié. On va pulvériser une molécule qui va avoir un goût, une odeur spécifique. On va faire effectuer différents mouvements de tête au salarié. Et si la personne, à un moment donné, perçoit un goût ou une odeur, c'est que la protection respiratoire ne permet sûrement pas une bonne étanchéité. Il existe aussi des tests d'ajustement quantitatif où on va avoir une mesure assez précise de la concentration en polluants à l'intérieur de la pièce faciale et à l'extérieur de la pièce faciale. Et ainsi, on va pouvoir faire un rapport, en fait, calculer le facteur de protection réel de la protection respiratoire. Donc ça, ce sont des essais qu'il faut réaliser lors du choix de la pièce faciale, mais également régulièrement si l'appareil de protection respiratoire est la protection principale au poste. En tout cas, c'est ce que nous recommandons. Si une pièce faciale n'a jamais été testée, mais qu'elle est déjà utilisée, on vous recommande de faire ce test dès que possible. Et enfin, ce test doit être répété, évidemment, en cas de modifications qui peuvent influencer l'étanchéité entre le visage et la pièce faciale, notamment perte ou prise de poids importante, traitement dentaire majeur ou une lésion faciale grave. Vous trouverez plus d'informations dans la brochure ED 6273 de l'INRS. On voulait faire un petit point sur les masques dits Covid. Juste rappeler, parce qu'il y a eu pas mal de confusion en fait avec la crise sanitaire, rappeler que les masques dits Covid, donc les masques chirurgicaux et les masques barrières, ne protègent pas contre le risque chimique, et notamment parce qu'ils ne permettent pas en fait cette étanchéité. Par contre, les protections respiratoires de type FFP2 ou FFP3 vont permettre d'être protégés contre les particules et donc contre les virus. Donc, on pourra les utiliser dans le cadre Covid. Vigilance cependant s'ils possèdent une valve d'expiration
le porteur du FFP sera protégé donc, du virus. Par contre, il pourra contaminer son environnement et les personnes en face de lui. Donc, on va faire un autre sondage. Donc, on est dans le cas d'un salarié qui est barbu, qui utilise un marteau-piqueur dans une carrière de marbre environ 1h30 par jour. Une métrologie a été faite et on a mis en évidence une exposition à la silice cristalline qui est 20 fois supérieure à la VLEP. Donc, à votre avis, quel est le type d'appareil respiratoire qui va être le plus adapté à l'utilisation du marteau-piqueur dans cette carrière de marbre? Un demi-masque à ventilation libre avec filtration P3, un masque complet ventilation libre P3, un casque à ventilation assistée avec filtration également particules de classe 3, ou un appareil isolant autonome. Donc, je vais lancer le sondage. C'est le 4. Ouais. Alors, on a 13% des personnes qui ont répondu à un demi-masque à ventilation libre P3, 32% masque complet P3, 45% ventilation assistée et 9% appareil isolant autonome. Et donc, on voulait vous proposer la solution suivante, qui est le casque à ventilation assistée. Pourquoi? Déjà parce qu'on va avoir un salarié barbu. Donc, tout ce qui est demi-masque ou masque complet, on va avoir un problème. En fait, on va rompre l'étanchéité avec la pièce faciale. Donc, on va plutôt partir sur une cagoule ou un casque, comme on l'a vu précédemment. De plus, on peut avoir un risque de projection visage. Donc, protection complète du visage, c'est mieux. Un risque de chute d'objet. Donc, on peut partir sur un casque. Potentiellement un risque bruit. Donc, il faut une protection qui va permettre de porter une protection auditive. Un travail qui va être assez physique avec une concentration importante en silice cristalline, donc il faut un facteur de protection qui soit supérieur à 20 et un port continu de l'APR supérieur à 1 heure. Donc, on peut se dire que voilà, un casque à ventilation assistée est une solution qui peut être adaptée à cette situation, sachant qu'on va essayer de trouver un modèle qui permette aux salariés d'être assez libres de ses mouvements. Donc, on va essayer de trouver le meilleur qui est plus adéquat pour le salarié en termes d'emplacement du moteur. Et notamment, il existe des modèles avec le moteur un peu en sac à dos comme ça. Et je vais laisser la parole à Nicoletta. Parfait, on va continuer sur tout ce qui est utilisation et stockage correct des appareils de protection respiratoire. Et ça va être un peu sur le même principe de ce qu'on a vu la dernière fois pour les autres pays. Donc là, dans l'approche pour les protections respiratoires, on va plutôt citer quelques règles d'or de qu'est-ce qu'il faut faire avant l'utilisation, pendant l'utilisation et après l'utilisation de l'appareil de protection respiratoire. Avant l'utilisation, il faut toujours vérifier l'état général de l'EPI. C'est valable pour tout autre pays. Après, il faut vérifier le débit et le niveau de la batterie, si votre APR est un APR à ventilation assistée. Et s'il s'agit d'un APR filtrant, il faut vérifier la date de péremption des filtres. Attention à ne pas confondre la date de péremption des filtres avec la durée d'utilisation de filtres. Donc, ce sont deux choses différentes. Et l'idéal, c'est de suivre et de respecter les deux. Donc, bien évidemment, tout ce qui est filtre à charbon actif, on doit le changer avant qu'il soit saturé. Tout ce qui est filtre à particules, on doit le changer avant qu'il soit colmaté. Donc, ça, on est en lien avec la durée d'utilisation. Mais après, la date de péremption, c'est plus lié à la qualité, à la capacité du filtre à réaliser son job, celui de filtrer. Parce qu'en charbon actif, plus on le stocke, plus il va perdre de ses propriétés filtrantes. Et pareil pour les filtres à particules. Il y a des filtres à particules qui ont subi des traitements électrostatiques justement pour faciliter la filtration des particules. La qualité de ce traitement il va décroître avec le temps de stockage et de ces filtres. Donc là, on voulait attirer votre attention du coup sur l'intérêt d'avoir une fiche de suivi des filtres pour justement faire le lien avec
la durée de l'utilisation de filtres. Et ça, on va voir plus loin dans la présentation un peu plus de détails. Après, tout ce qui est important à retenir, c'est que si vous avez constaté qu'il y a besoin de changer votre filtre, soit parce que vous avez senti un goût ou une odeur à l'intérieur du filtre, soit parce que vous sentez une résistance à la respiration s'il s'agit d'un filtre à particules. Donc, pour remplacer votre filtre, il faut sortir de la zone polluée. Et si votre filtre, c'était un filtre qui avait une composante charbon actif, il faudra aussi remonter du coup l'incident à votre hiérarchie sur en précisant le fait que vous avez été exposé. Parce qu'au moment où on sent le goût et l'odeur à l'intérieur du masque, il y a déjà une petite phase d'exposition du salarié. Une étape clé dans justement l'utilisation de votre APR, c'est la phase de vérification de son étanchéité. C'est quelque chose à faire à chaque prise de poste et on vous a affiché à l'écran deux exemples des étapes clés à réaliser. Donc, on peut faire le test d'étanchéité soit à pression positive, soit à pression négative. Ces fiches qui vous guident justement sur comment réaliser le test d'étanchéité, on va vous les transmettre aussi par mail. On a plusieurs fiches en fonction du type d'APR que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à les imprimer, à les communiquer auprès de vos salariés pour qu'ils puissent faire ce contrôle systématiquement. Et s'ils constatent que la pièce faciale n'est pas étanche, ils doivent repositionner, serrer encore plus la paire et refaire les gestes jusqu'à ce qu'ils obtiennent une étanchéité optimale de la paire, à condition bien évidemment que la pièce faciale soit déjà correctement choisie dès le début. Après utilisation de la protection respiratoire, il ne faut pas négliger la phase de nettoyage de la pièce faciale, à l'exception bien évidemment des pièces faciales de type FFP. Donc, il faut systématiquement les nettoyer à l'aide des lingettes de nettoyage ou lingettes désinfectantes. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut toujours retirer les cartouches à charbon actif avant de procéder au nettoyage avec les lingettes, parce que les lingettes, souvent, elles contiennent des alcools, donc sont des composés organiques volatiles, donc qui peuvent, si vous faites le nettoyage avec les cartouches fixées sur la pièce faciale, les vapeurs qui se dégagent des lingettes vont venir consommer une partie de votre charbon actif. Il faut toujours respecter les préconisations du fournisseur en termes de type de produit de nettoyage à utiliser, parce qu'il y a certains produits qui peuvent dégrader le caoutchouc, la matière plastique de votre pièce faciale. Et très important à retenir aussi, ne jamais nettoyer vos cartouches à la soufflette, parce que le jet d'air étant très puissant, vous risquez de dégrader le filtre. Et ceci, elle est valable à la fois pour les filtres particules et aussi pour les filtres à charbon actif. Pour le stockage, bien évidemment, il ne faut pas les stocker au poste sans protection. Il faut toujours utiliser soit des sacs de type Ziploc autosellables, soit des boîtes fermées automatiques avec fermeture étanche, excusez-moi. L'idée, c'est de protéger votre filtre et votre pièce faciale des contaminants qui peuvent se retrouver au poste. Et bien évidemment, charger systématiquement la batterie de vos APR à ventilation assistée pour qu'ils soient prêts à utilisation pour le poste de lendemain. Et n'oubliez pas de compléter à fur et à mesure la fiche de suivi de l'APR. Et je pense qu'on a un exemple un peu plus loin dans la présentation. Oui, mais je pense que c'est après la partie entretien et maintenance. Justement, sur la partie entretien et maintenance, le message qu'on voulait passer, c'est que
Les tâches qui doivent être faites sont très variables en fonction du type de protection respiratoire, donc en fonction de la pièce faciale, mais aussi en fonction du type de ventilation ou aussi en fonction de ce qu'il s'agit d'un APR isolant ou d'un APR filtrant. Et pour voir la liste récapitulative de tous ces tâches d'entretien et de maintenance, n'hésitez pas à consulter la brochure ED 6106 de l'INRS qui vous donne des tableaux récapitulatifs de la maintenance à faire par typologie d'appareils de protection respiratoire. Après, en ce qui concerne le suivi des filtres et notamment le suivi de l'entretien et de la maintenance, on va faire encore une fois le lien avec la fiche de suivi de votre appareil de protection respiratoire. On a un petit exemple à l'écran. Cette fiche doit être complétée rigoureusement et à fur et à mesure par votre salarié. Donc, elle est spécifique à chaque salarié. On doit noter dessus quel est le type de protection respiratoire que le salarié utilise avec des informations précises sur le type de pièce faciale, le type de filtre, la date de péremption du filtre et après noter à fur et à mesure quels sont les contrôles qui ont été réalisés, quelles étaient les conclusions et le plus important, avoir comme un compteur de la durée d'utilisation de la cartouche, donc noter à fur et à mesure le temps d'utilisation et comme ça vous pouvez voir si vous vous rapprochez de la durée d'utilisation qui vous a été estimée par votre fabricant ou que vous avez pu estimer avec les logiciels d'estimation. Ou si vous avez, vous, estimé de manière empirique à l'aide de l'alerte goût et odorat, une durée d'utilisation à ne pas dépasser. Donc, comme ça, vous avez sur la fiche le compteur. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est si vous avez déterminé auparavant que 7 filtres doit être utilisé pour au maximum, on va dire, 8 heures d'utilisation, la prochaine fois quand vous utilisez ce type de filtre, il faudra conseiller à l'employeur de changer le filtre avant qu'il touche le seuil de 8 heures. Généralement, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de rajouter une marge de 30% du temps d'utilisation. Donc, ce modèle de fiche, on va vous le transmettre aussi avec les autres livrables après le webinaire. C'est une fiche qui est modifiable, donc n'hésitez pas à l'adapter, à rajouter des éléments qui sont caractéristiques à votre entreprise. Et là, on va voir ensemble la synthèse justement de la démarche de choix des appareils de protection respiratoire. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser une protection respiratoire? Et pour répondre à cette question, finalement, c'est l'évaluation du risque chimique par inhalation qui va vous donner la réponse. Donc, pour le poste concerné, il faudra que vous vous interrogez sur est-ce que le produit a un danger par inhalation? Est-ce qu'il s'agit d'un produit volatile? Est-ce que j'utilise ce produit dans un procédé dispersif ou plutôt dans un procédé ouvert? Est-ce que les protections collectives qui sont à disposition sont adaptées? Quelles sont les quantités des produits utilisés, la fréquence? Donc, tous ces éléments vont vous permettre de conclure si le risque par inhalation, il est maîtrisé, donc il est faible, et si oui, il n'y a pas besoin d'une protection respiratoire. Par contre, si le risque, il n'est pas maîtrisé, vous pouvez vous questionner, est-ce que vous pouvez supprimer le produit respectif? Et si oui, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de protection respiratoire. Par contre, si vous ne pouvez pas supprimer le produit, vous pouvez vous questionner, est-ce que vous pouvez le substituer, donc le remplacer par quelque chose de moins dangereux? Et si oui, vous allez procéder à nouveau à l'évaluation du risque chimique pour voir si pour le nouveau produit, il y a besoin d'un APR. Par contre, si vous ne pouvez pas substituer, vous allez vous questionner sur est-ce qu'il y a d'autres actions que vous pouvez mettre en place pour réduire le risque, par exemple une protection collective, faire des changements d'organisation au poste. Et si oui, si ces actions vous permettent de maîtriser le risque, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'une protection respiratoire. Et si la réponse est non,
votre conclusion, ça va être oui, il y a besoin d'un appareil de protection respiratoire. Et donc, dans une deuxième phase, il faudra se choisir le bon, de se dire lequel je dois choisir. Et dans lequel je dois choisir, il faudra se poser la question, quelle famille d'APR je vais mettre en place, quel type de ventilation, s'il s'agit d'un APR filtrant, et après, quel type de filtre et quel type de pièce faciale. On va parcourir ensemble le logigramme. Donc, du coup, la première question à se poser, c'est est-ce que le taux d'oxygène dans la zone de travail est inférieur à 19% ou peut-être que le taux d'oxygène il est inconnu? Eh ben, dans ce cas-là, si la réponse est oui, vous allez devoir opter plutôt pour un appareil respiratoire isolant. Par contre, si la réponse est non, la question suivante que vous allez vous poser, c'est est-ce que le travail doit être fait en milieu confiné ou assimilé? Je me rends compte que peut-être c'est mieux de parcourir ce logigramme avec un exemple concret par la suite. Donc, je ne vous dévoile pas plus. On va avancer et on va faire le sondage en cas pratique ensemble. Donc, on va du coup s'imaginer qu'on est à un poste de travail où un salarié effectue un nettoyage des pistolets des peintures parce qu'il travaille dans une carrosserie. Il utilise un produit solvanté pour faire ce nettoyage. Il utilise à chaque fois environ un demi-litre de ce produit solvanté qu'il va verser dans une bassine. Et dans la bassine, il va frotter ses pistolets. Cette opération dure en moyenne 30 minutes et il doit la faire chaque jour. Il réalise cette activité dans un atelier qui n'est pas climatisé, où la température en été peut atteindre même 35 degrés Celsius. L'atelier, il n'est pas climatisé, mais en même temps, il n'a pas ni de ventilation mécanique générale. Il peut y avoir la possibilité d'une ventilation naturelle par ouverture des portes et des fenêtres. Et il a la fiche de données de sécurité du produit utilisé. C'est un produit à base de xylène et de l'acétone, donc les informations de la rubrique 3 de la fiche de données de sécurité. Et on a aussi la dangerosité du mélange. Donc, comme on disait tout à l'heure, tout d'abord, il faut statuer si le risque chimique par inhalation, il est maîtrisé. Donc là, on se rend compte que le produit, donc, il est classé H332, nocif par inhalation, et H336, donc, peut provoquer somnolence ou vertige. Donc, les deux dangers sont des dangers possibles par inhalation. Donc, déjà, on peut conclure que oui, le produit, il est dangereux par inhalation. Après, on doit se questionner par rapport à sa volatilité. Donc, on sait déjà que c'est un produit solvanté. Donc, ça, c'est déjà une petite alerte pour nous. Mais pour statuer sur la volatilité, on va plutôt s'appuyer sur la rubrique 9 de la fiche de données de sécurité et plus précisément sur les informations sur le point d'ébullition. Et nous, généralement, on conseille nos adhérents d'utiliser la grille de l'INRS, donc issue du document ND 2233, qui classe les produits en 3 classes de volatilité, donc élevée, moyenne et faible, en fonction du couple température d'utilisation et température d'ébullition du produit. Donc là, dans mon cas, nous avons vu tout à l'heure que la température d'utilisation c'est la température ambiante qui en été peut aller jusqu'à 35 degrés. Et comme point d'ébullition, l'information que j'ai, c'est que c'est supérieur à 335 degrés. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la valeur la plus faible possible. Donc, je vais noter 35. Et donc, ce qui fait qu'avec la grille de l'INRS, je conclus que mon produit, il est très volatile à la température d'utilisation. Après, j'ai les informations sur la protection collective qui est inexistante. On a vu les quantités utilisées, donc je peux conclure que le risque, il n'est pas maîtrisé. Donc, je vais me questionner est-ce que je peux supprimer le produit. La réponse dans ce cas-là, ça va être que non, je ne peux pas parce que la phase de nettoyage, elle est indispensable et je ne peux pas utiliser d'autres procédés de nettoyage que celui à base d'un solvant.
Après, je peux me poser la question, est-ce que je peux substituer, je peux remplacer le produit. Donc, le produit peut être remplacé, mais on sera toujours sur un solvant et donc on aura toujours la mention H de danger H336, donc toxicité sur le système nerveux central. Donc, même si je vais remplacer le produit, je vais être sur des niveaux de risque par inhalation similaires. Après, je peux me poser la question si je peux réduire le risque en mettant en place des protections collectives. Et là, oui, la réponse est que je peux mettre en place des fontaines de nettoyage avec inspiration intégrée qui sont fermées. Par contre, pour mettre en place ce type de dispositif, je vais avoir besoin du temps. Ça va me prendre 2-3 mois pour en faire les devis, faire les tests, installer la machine. Donc, en attendant, je dois protéger mes salariés. Et donc, on va conclure qu'il faut utiliser une protection respiratoire en attendant la mise en place de la protection collective. Et donc, on va se questionner sur quel est le type d'APR à utiliser. Et c'est là où on va déployer le logigramme de tout à l'heure. Donc, la première question à se poser, c'était est-ce que le taux d'oxygène, il est inférieur à 19% ou est-ce qu'il est inconnu? Donc, la réponse va être non, parce qu'on est dans un travail, un milieu air ambiant, dans un atelier de travail classique. On n'est pas non plus ni en milieu confiné ni assimilé. Donc, du coup, on va se poser la question, est-ce que le polluant, il est non filtrable, inconnu ou si c'est du monoxyde de carbone? Bon, je connais mon polluant, c'est du xylène et de l'acétone. Donc, du coup, la question suivante que je dois me poser, c'est est-ce que la concentration du polluant dépasse 60 fois la valeur limite? Dans notre exemple, il y a eu de la métrologie qui a été faite au poste, métrologie qui a mis en évidence que le salarié il est exposé à une concentration en acétone qui dépasse de 2 fois sa valeur limite d'exposition et pour le xylène, une concentration supérieure de 1,3 fois. Donc, ça veut dire que non, je ne dépasse pas la concentration en polluant d'un facteur supérieur à 60. Donc, ça veut dire que je peux choisir un APR filtrant et non pas un APR isolant. Donc, avec ça, nous avons trouvé la famille d'APR. Par la suite, on doit voir quel type de ventilation on peut mettre en place. Donc, la première question à se poser, est-ce qu'il y a une contrainte thermique ou physique importante à ce poste? Vu l'activité, la réponse est non. Donc, la question suivante à me poser, c'est est-ce que la durée de port de l'APR est supérieure à 1 heure? Et si oui, je vais aller plutôt vers une ventilation assistée. Mais si la réponse est non, dans notre cas, on a vu tout à l'heure, c'est 30 minutes. Donc, la question suivante à se poser, c'est est-ce que la concentration en polluant dépasse de 5 fois la valeur limite? Si oui, je vais m'orienter vers une ventilation assistée. Mais dans notre cas, on l'a vu tout à l'heure, la réponse est non, compte tenu des résultats de métrologie. Et donc, ça veut dire qu'on peut opter pour un APR à ventilation libre. Donc, la question suivante à se poser, c'est quel type de filtre il faut choisir. Et après, on va voir ensemble le type de pièce faciale. Donc, pour le type de filtre, on va faire, comme tout à l'heure, un petit sondage. Donc, compte tenu de l'activité du produit utilisé, est-ce qu'on aura besoin plutôt d'un filtre antiparticules, filtre anti-gaz ou plutôt un filtre combiné? Donc, je pense que le plus simple, ça va être de vous laisser répondre. Donc, je vais lancer le sondage. N'hésitez pas à voter. Donc, il y a 73 d'entre vous qui ont opté plutôt pour un filtre combiné, donc antiparticules et anti-gaz, anti-vapeur. Et on va voir quelle est la réponse correcte. Et donc, la réponse correcte, c'est plutôt un filtre anti-gaz, anti-vapeur. Donc, il n'y a pas d'aérosol. On estime qu'il n'y a pas d'aérosol qui se forme au poste, parce qu'il n'y a pas projection du solvant ni par pistolet, il y a juste on va les éléments à nettoyer dans le bac et on
on va les frotter avec un chiffon ou avec une brosse. La question suivante à se poser, quel est le type de filtre anti-gaz, anti-vapeur à utiliser? Et pour cela, on va s'appuyer sur les informations de la rubrique 3. On va s'appuyer aussi, donc c'est de l'acétone et du xylène. On va vérifier aussi dans la rubrique 8 de la fiche de données de sécurité le point d'ébullition de notre mélange. Et on va regarder la rubrique 8 des fiches de données de sécurité. Donc, il me donne un type de filtre. Par contre, comme on disait tout à l'heure, il faut être vigilant par rapport aux informations des fiches de données de sécurité. On peut faire aussi la démarche de vérifier les fiches toxicologiques de l'INRS et on se rend compte que pour le xylène, il y a un filtre A qui est préconisé, alors que pour l'acétone, c'est plutôt le filtre AX qui est préconisé. Donc, du coup, avec toutes ces informations, si vous aurez à choisir un filtre, ça va être plutôt le filtre AX parce qu'effectivement, on avait dit tout au début de la présentation que les filtres AX vont couvrir aussi les polluants qui ont un point d'ébullition supérieur à 65 degrés. Et là, le seul point de vigilance, c'est qu'il faut avoir un usage unique. Donc, en fin de poste, jeter la cartouche AX et la remplacer par une nouvelle pour l'étape de nettoyage du lendemain. Et maintenant, on va se poser la question du type de pièce faciale à choisir. Et sur la pièce faciale à choisir, donc on sait quelles sont les concentrations de chaque polluant au poste. Fanny nous a expliqué tout à l'heure la problématique des facteurs de protection. Donc, on va choisir. Donc, on se rend compte qu'on a besoin en fait, que tout type de pays, tout type d'APR peut faire l'affaire parce que nous, on a besoin d'un facteur de protection qui doit être supérieur à 2. Donc, on peut choisir tout type. Donc, on était plutôt dans la ventilation libre. Donc, on est plutôt dans cette gamme-là. On va hésiter, bien évidemment, entre un demi-masque à ventilation libre et un masque complet ventilation libre. Et finalement, le choix va se faire plutôt en discutant avec les salariés, après avoir testé avec eux les deux modèles, après avoir échangé notamment sur la compatibilité avec les autres pays que le salarié doit porter. Et le choix va se faire suite à ces retours d'expérience. Et finalement, il n'y a pas... les deux peuvent être valables. Le seul point d'alerte, c'était que le test des APR doit se faire sur au moins la durée d'un poste et de tracer les remarques des salariés sur des fiches de suivi des tests. Et on vous transmettra des exemples de fiches de suivi des tests d'APR. Je vais laisser la parole à Fanny pour continuer sur les protections oculaires. On a un peu débordé, donc on essaiera de faire vite. Merci Nicoletta. Donc rassurez-vous, pour les protections oculaires, ça va aller beaucoup plus vite et puis je vais essayer d'être un peu plus rapide pour laisser le temps en fait pour échanger au niveau de vos différentes questions que vous avez posées durant ce webinaire. Donc concernant les protections oculaires, on a 4 grands types de protections différentes. On va avoir les lunettes branches avec protection latérale, donc en fait c'est ce qu'on appelle communément les lunettes de sécurité. Les surlunettes qui vont permettre une sécurité par-dessus des lunettes de vue. Les lunettes masques qui vont être des masques un peu comme des masques de ski, quoi, avec un joint qui va faire une étanchéité. Et les écrans faciaux qui vont permettre de protéger les yeux, mais également le reste du visage. Les lunettes masques, c'est sur ces 4 types de protection, le seul type de protection qui va permettre une étanchéité. Et donc, on va avoir une protection contre aussi les gaz et les poussières les plus fines. Donc, il y a différents critères de choix à prendre en compte pour trouver la protection oculaire la plus adéquate. Vous trouverez plus d'informations dans la brochure ED 798 de l'INRS, mais on vous a fait un petit résumé sur cette diapositive. Donc, tout d'abord, il faut prendre en compte les contraintes individuelles du salarié. Tout d'abord, sa morphologie, comme pour les appareils de protection respiratoire, il existe différentes tailles et modèles de protection oculaire sur le marché. Donc, vraiment, ne pas hésiter à tester différents modèles pour trouver celui qui correspond le mieux aux salariés.
et notamment celui qui est le plus confortable. Parce que souvent, c'est la première raison, en fait, quand on pose, nous, la question aux salariés de pourquoi ils ne portent pas leur protection oculaire, c'est le confort. Souvent, on peut avoir des douleurs au niveau ici, donc il faut vérifier que la conception du pont nasal est bien adaptée aux salariés. Les protections peuvent être un peu lourdes. On peut avoir aussi des problématiques de buée. Donc, bien penser qu'il existe des protections avec des revêtements spécifiques anti-buée ou alors un système de ventilation indirecte avec des ouvertures au niveau des branches, comme on peut le voir sur la photo ici. Également, prendre en compte, évidemment, si le travailleur a besoin ou pas de correction de la vue. Et dans ce cas, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a possibilité d'utiliser des surlunettes ou alors la solution vraiment la plus idéale et la plus confortable pour les salariés, c'est d'avoir des lunettes de sécurité sur mesure qui intègrent directement la correction de la vue. Dans tous les cas, comme pour tous les EPI, on insiste beaucoup sur ce point, mais c'est vraiment un des points les plus importants pour nous, c'est qu'il faut une phase de test pour valider le choix du modèle. Si on veut que l'EPI soit porté, si on s'est embêté à trouver l'EPI le plus adéquat, il faut que derrière, il soit porté par les salariés et pour ça, il faut qu'il soit adapté et confortable. Ensuite, on va évidemment lister les risques au poste pour que la protection oculaire soit adéquate et permette la protection contre ces risques. Donc, est-ce qu'il y a un risque mécanique, biologique, chimique, optique ou thermique? Et enfin, les autres contraintes existantes au poste, notamment la durée d'utilisation. Donc ça, c'est en lien avec le confort nécessaire pour les salariés. Est-ce qu'on a d'autres EPI qui vont être portés? Et dans ce cas, tous ces EPI doivent être compatibles entre eux. Et enfin, le type d'activité, notamment pour tout ce qui est vision. Est-ce que l'éclairage ambiant est suffisant? Et dans ce cas, si ce n'est pas le cas, il existe des lunettes de sécurité avec des petites LED intégrées qui permettent, par exemple, de faire un travail de précision avec un bon confort visuel. Alors, ça fait beaucoup de critères de choix et pour s'assurer finalement que le modèle choisi est bien adéquat, le marquage des protections oculaires va nous aider. Donc, ces marquages vont dépendre en fait des différentes normes qui vont être appliquées à ces protections oculaires. Il y a des normes générales, notamment la EN 166, qui est un peu commune à toutes les protections oculaires, et également des normes spécifiques par type de produit, par exemple la norme EN 169 qui porte sur les filtres pour le soudage. On ne va pas rentrer dans tout le détail des normes, mais voilà, on vous les a listées dans cette diapositive. Vous pouvez revenir dessus quand on vous transmettra le support. Donc, les protections oculaires vont posséder un marquage à la fois au niveau de la monture et un autre marquage au niveau de l'oculaire. Donc, tout d'abord, le marquage de la monture, on va avoir une première information sur le fabricant, puis un second marquage qui concerne les normes de référence. Donc, sur l'exemple ici, on voit qu'on a la norme EN 166. Un troisième marquage qui va correspondre au domaine d'utilisation. Donc, dans le premier exemple, on n'avait rien qui était indiqué. Mais dans l'exemple que vous voyez en bas de la diapositive, on a une indication 3-4 pour le domaine d'utilisation. Donc, vous avez le tableau qui s'affiche avec la signification finalement de ces marquages. Et à titre d'exemple, donc un marquage 3-4 correspond à un domaine d'utilisation, une protection donc, contre les liquides, gouttelettes et projections, et les particules ayant une taille supérieure à 5 micromètres. Si on est dans une situation où on a des gaz et des fines particules de poussière inférieures à 5 micromètres, il va falloir trouver un modèle avec un marquage 5. On va ensuite avoir un quatrième élément dans le marquage qui concerne la résistance mécanique. Donc, en fonction de son niveau de résistance, on va avoir un marquage A, B ou F. Donc, dans l'exemple ici, F, c'est pour les impacts de faible énergie. Et par exemple, un marquage A, c'est les impacts de haute énergie et ça va souvent correspondre à des protections oculaires de type visière de protection. Le marquage T, c'est un marquage supplémentaire qui indique qu'on peut utiliser cette protection dans des conditions de température dites extrêmes, c'est-à-dire que des tests ont été effectués à moins 5 degrés et 55 degrés. Et enfin, le dernier élément du marquage, c'est le marquage CE. Pour le marquage de l'oculaire, on va avoir le même fonctionnement, donc on va dérouler les différents éléments. Le premier élément, c'est le type de filtre avec le premier chiffre qui correspond à la protection et le deuxième chiffre qui correspond à la teinte. Donc pour les filtres ultraviolets, par exemple, on va avoir un marquage 2 ou 3 avec derrière la teinte correspondante de 1,2
à 5. Pour les filtres infrarouges, ce sera le marquage de type 4, les filtres solaires 5 à 6, et pour les filtres soudage, on aura seulement le marquage de la teinte, sachant que la teinte ira de 1,7 à 7 pour tout type de protection oculaire. Si on a besoin de teinte supérieure à 7, on sera obligé de passer sur des protections oculaires de type écran faciaux. Ensuite, on va avoir une information sur le fabricant. Troisième élément de marquage qui est assez important, c'est la classe optique. On va toujours privilégier la classe optique 1. Donc, il y a trois classes optiques 1, 2 et 3. Et la classe optique 1 indique une qualité vraiment optique parfaite, sans distorsion, donc sans risque de fatiguer les yeux du porteur ou de lui causer des maux de tête. Donc, si on doit porter sa protection oculaire toute la journée, on va plutôt passer sur une classe optique 1. Ensuite, un élément de marquage concernant la résistance mécanique, donc c'est le même fonctionnement que tout à l'heure avec le marquage de la monture. Pour l'oculaire, on va avoir des exigences optionnelles, donc des marquages supplémentaires. Le 9 va indiquer que l'oculaire n'est pas adhérent aux métaux fondus et donc va résister à la pénétration de solides chauds. Le marquage K va indiquer que le verre est résistant aux dommages causés en surface particule, donc c'est-à-dire en gros qu'on est sur un oculaire anti-rayures. Et le marquage N indique que le verre a été traité, il y a un traitement anti-buée. Et enfin, encore une fois, le marquage CE. Donc, les protections oculaires, une fois qu'on les a bien choisies et que les salariés les portent régulièrement, en tout cas quand il le faut, il faut les entretenir et correctement dans le temps pour éviter de les dégrader trop rapidement. Donc, dans tous les cas, comme pour tous les EPI, on vous recommande de respecter les préconisations du fournisseur. Le plus gros risque, c'est de les rayer. Donc, toujours utiliser un chiffon qui est dédié pour nettoyer ces protections oculaires et les ranger à l'abri des pollutions. Et ne pas utiliser de solvant ou d'acétone, de produits non adéquats qui pourraient dégrader en fait l'oculaire, parce que ces oculaires-là sont souvent faits dans des matières plastiques qui sont dégradées par ces solvants. Si malgré toutes ces précautions, au bout d'un moment, la protection oculaire a des rayures, il va falloir remplacer les lunettes. Et si le salarié rencontre des problèmes de buée qui sont persistants, c'est que le modèle n'est sûrement pas adapté et donc il va falloir essayer différents modèles jusqu'à ce que ces problèmes disparaissent. On voulait refaire le point sur deux autres éléments aussi qui nous semblent très pertinents, qui ne sont pas directement en lien avec les protections oculaires, mais qui nous semblent vraiment deux messages à vous faire passer assez importants. C'est que déjà, les lentilles de contact devraient être interdites avec les produits chimiques, car c'est vraiment quelque chose qui peut aggraver le risque en cas de projection accidentelle dans les yeux. Et aussi transmettre à vos salariés la procédure, la conduite à tenir en cas de projection accidentelle de produits dans les yeux. Ce qui va être le plus important, c'est la rapidité de prise en charge. Et on recommande un rinçage de 15-20 minutes à l'eau ou avec un liquide physiologique et d'appeler en parallèle un médecin pour avoir un conseil sur la démarche à avoir. Il existe des solutions de décontamination prêtes à l'emploi qui peuvent vous être vendues. Par exemple, la diphothérine. Sachez qu'il n'y a pas de contre-indication à utiliser de la diphothérine, mais encore une fois, ce qui est le plus important finalement, c'est la rapidité de prise en charge. Et donc, si vous avez un point d'eau à proximité du poste, ce qui est important, c'est de rincer longtemps, le plus vite possible. Vigilance, l'INRS, dans son dernier document en lien avec les rince-œils, a porté une vigilance sur tout ce qui est solution tampon phosphate. Donc souvent, c'est les petits flacons bleus qui sont vendus dans les flacons rince-œils. Et ces solutions peuvent derrière entraîner un risque d'opacification de la cornée. Et donc, l'INRS déconseille son utilisation. Donc vraiment, on peut rester sur de l'eau et du liquide physiologique. Un dernier sondage sur les protections oculaires. Donc le contexte est assez simple, c'est un salarié qui fait du meulage quelques fois par jour. À votre avis, quel va être le type de protection oculaire la plus adaptée pour ces opérations? Les lunettes branches, des lunettes masques ou une visière de protection? Je lance le sondage. Hop. Donc, la majorité d'entre vous ont répondu une visière de protection et 35% d'entre vous, quand même, ont parlé de lunettes masques. Et donc,
la réponse qu'on vous proposait, c'était la visière de protection, parce qu'on va être sur des impacts de haute énergie. Donc souvent, les protections oculaires qui permettent de résister à ces impacts, c'est les visières de protection. Et on va avoir besoin aussi d'une protection totale du visage, parce que ces impacts peuvent ne pas avoir lieu que dans les yeux, mais aussi au niveau du visage. Les personnes qui ont répondu lunettes masques, je pense que c'était pour des raisons d'étanchéité par rapport aux poussières en fait, qui peuvent être émises au niveau du meulage. Si ce besoin est ressenti, sachez qu'il existe en fait des protections oculaires de type lunettes masques avec un pare-visage qui peut être ajouté sous la lunette masque. Et dernier sondage avant la session de questions-réponses. Donc, on est dans une entreprise où on doit faire du dégraissage de surface avant l'application d'un vernis. Et donc, un salarié pulvérise de l'isopropanol, donc qui est un produit qui est irritant pour les yeux et volatile. Cette opération est réalisée chaque jour sur plusieurs pièces et dure 30 minutes. Donc, à votre avis, quel va être le type de protection oculaire adéquat? Des lunettes branches, des lunettes masques ou une visière de protection? Je lance le dernier sondage. Et là, vous êtes assez unanime. 94% d'entre vous ont répondu des lunettes masques. Et en effet, c'est ce qu'on pense, parce qu'on va être sur un produit qui est volatile, et donc les lunettes masques, ça va être la seule protection oculaire qui va protéger le salarié des vapeurs et des fines gouttelettes. Donc voilà, on en a fini pour ce webinaire. Et on va passer maintenant à la session questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je vais laisser la parole à Florence ou Ophélie. Merci beaucoup Fanny et Nicoletta pour cette présentation. Donc nous avons eu pas mal de questions pendant votre discours. Une première question de Sarah qui demandait en fait que veut dire exactement résiste au colmatage. Donc alors je réponds pour si jamais l'ensemble des participants n'a pas pu avoir la réponse. En fait, cette indication montre que en fait le masque a la capacité de fonctionner de manière efficace dans des environnements qui sont très très poussiéreux et qui va quand même fonctionner et protéger les voies respiratoires sans interruption. Alors je ne sais pas si vous voudriez compléter sur cette notion, résiste au colmatage. Non. Ok, très bien. Alors, une deuxième question, plusieurs questions de Najla. Alors, c'est des notions qui ont été abordées le long de la présentation, mais éventuellement, si vous pouvez revenir dessus. Quel est le temps d'utilisation des cartouches filtrantes avec les masques faciaux et les cagoules ventilées? Est-ce que les cartouches à filtre peuvent être réutilisées et comment les conserver? Est-ce que vous pourriez répondre globalement à cette... Oui, je pense qu'on peut revenir sur la présentation. Donc, si j'ai bien compris, il s'agit des filtres. On ne sait pas quel type de filtre. Non. Donc, on ne connaît pas le polluant. On ne connaît pas le polluant. Donc, finalement, si vous êtes que sur un polluant des types particules, et donc vous avez qu'un filtre particules, là, ça va être le ressenti du salarié qui va indiquer quand est-ce qu'il faut changer le filtre. C'est justement au moment où il va sentir cet effort, cette difficulté à respirer, c'est la preuve que le filtre à particules a été colmaté. Et donc, il faut le changer. Après, si votre filtre a une composante charbon actif, là, tel qu'on le disait dans la présentation, vous avez deux possibilités. Soit vous vous rapprochez de votre fabricant, vous lui donnez les informations de humidité au poste de travail, concentration de polluants au poste de travail, typologie du polluant au poste du travail. Vous donnez toutes ces informations. Le fabricant peut
introduire les informations dans leur simulateur et vous estimez une durée de port. Après, si c'est des fabricants qui ont un libre service, les simulateurs, vous pouvez même vous-même faire la démarche et faire la simulation. Après, c'est vrai que si vous n'avez aucune de ces informations, ni concentration de polluants dans l'air, peut-être que la question à se poser, peut-être que vous n'êtes pas sur le bon ampère. Est-ce que si on ne connaît pas la pollution, ni le type de polluant, ni la concentration de polluants dans l'air, est-ce qu'un ampère à filtration est le plus adapté? Peut-être que le problème est ailleurs. En tout cas, il s'agissait là d'un cas assez particulier puisque plusieurs polluants, car une entreprise de traitement de déchets. Voilà. Donc, je pense que l'idéal, c'est et je pense qu'on a pu échanger pendant le chat la dernière fois, Najla. Nous avons convenu de se contacter effectivement à l'issue de ce webinaire pour mettre en place un accompagnement sur mesure pour le cas de votre entreprise. Je pense que votre situation n'est pas si facile, si évidente que ça. À voir ensemble suite à l'étude de poste si finalement la meilleure solution c'est un appareil filtrant ou pas. Ok, merci Nicoletta. Une dernière petite question, est-ce que les masques faciaux sont soumis à contrôle réglementaire? Alors, si tu veux, on avait déjà commencé à répondre à la question avec Florence. Donc, il faut savoir que les masques de protection respiratoire contre les gaz, que ce soit des appareils à ventilation assistée ou à adduction d'air ou autres appareils d'évacuation d'urgence, ce sont des équipements de protection respiratoire de catégorie 3. Du coup, ça nécessite derrière un suivi et une vérification périodique en fait de leur bon fonctionnement. Et il y a aussi un article du Code du travail donc, qui découle de l'arrêté du 19 mars 93 qui donne la liste en fait, des équipements de protection individuelle qui doivent faire l'objet de vérification périodique. Donc oui, il y a des EPI qui doivent être contrôlés régulièrement, au moins une fois par an. Et comme l'avait dit Nicoletta, pour tout ce qui est entretien et maintenance, dans la brochure, alors c'est la ED 98, je crois, de l'INRS, il y a un tableau récapitulatif par type de protection respiratoire, vraiment un tableau super bien fait avec les fréquences, les opérations de contrôle à effectuer et qui est en mesure de les effectuer. Est-ce qu'il y a besoin que ce soit un organisme accrédité ou est-ce que l'employeur peut lui-même faire ce contrôle? Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers toutes ces brochures. En fait, c'est très dense, les EPI, comme vous avez pu le remarquer. Et donc, tous les liens qu'on vous a mis, c'est des brochures vraiment sur lesquelles on s'est basé. On a simplifié pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à aller creuser un peu plus dans ces brochures-là. Et de toute manière, je voulais juste compléter, on voulait vous rassurer, le sujet il est très complexe, il faut pas tout connaître par cœur, même nous on connaît pas toutes ces informations par cœur. Par contre, ce qui est très important, c'est de savoir où chercher l'information fiable et pertinente, parce qu'on peut pas tout connaître. Donc soyez rassurés. Merci beaucoup. Alors, on n'avait pas d'autres questions jusqu'ici. Est-ce qu'il nous reste encore un petit peu de temps pour terminer? Si vous voulez nous poser encore vos questions, n'hésitez pas. Et on voulait aussi vous rassurer, on est bien conscient que le public d'aujourd'hui était un public très hétérogène, où on avait des métiers, plusieurs types de métiers qui assistaient, des infirmières, des médecins du travail, des préventeurs, des responsables HSE dans les entreprises. On est bien conscient que le webinaire n'est pas adapté à 100% pour tous les métiers. Nous, on a voulu
webinaire soit le plus complexe possible pour répondre aux besoins des HSE en principal, donc des préventeurs. Et pour les autres métiers, je pense que ce qu'il faut retenir de tous ces webinaires, c'est plutôt la prise de conscience par rapport à la complexité du choix justement des EPI et qu'il ne faut pas faire des raccourcis, il faut vraiment prendre le temps de faire les études de poste et qu'il faut avoir un minimum des connaissances techniques justement pour mener à bien ces études de poste. Donc, on voulait le webinaire suffisamment complexe pour que chacun puisse piocher dedans ce qui est pertinent pour son métier. Écoutez, on n'a pas d'autres questions dans le chat, donc nous allons pouvoir clore ce webinaire. Merci à tous, en tout cas pour votre participation, et nous vous disons à bientôt. Merci. Pareillement, merci de votre attention. Au revoir. À bientôt. Au revoir.